Bienvenue dans la causerie tech, c'est Romain et comme d'habitude je suis accompagné d'Arthur. Salut Romain, salut tout le monde. Et donc dans cet épisode de la causerie, on va vous débriefer la keynote d'Apple du 15 septembre 2020. Une keynote un peu particulière parce qu'en général à cette époque-là, Apple annonce tous les ans ses nouveaux iPhones et là, pas d'iPhone 12, en tout cas pas pour cette conférence. On verra peut-être plus tard dans l'année. C'est assez étonnant, mais c'est bien sûr lié au coronavirus, hein. Tout comme cette présentation qui était encore une fois préenregistrée et juste diffusée en direct sur la plateforme d'Apple, sur YouTube et d'autres plateformes. Donc ça change pas mal. Arthur, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette présentation globalement dans sa forme? Euh, Alors moi globalement la forme, et je vais me répéter avec par rapport à la première keynote, la WWDC, dont on traitait dans l'épisode 1 de la causerie tech. J'aime beaucoup ce format, je trouve que c'est un format qui est plutôt cool, qui est globalement plutôt léché, bien travaillé. Pour moi c'est un grand oui, ça nous permet de bien voir l'Apple Park qui est le siège social d'Apple. Enfin, c'est quelque chose de cool. Il y a un petit côté un peu plus intime avec la marque. On crée un petit peu une relation, on nous ouvre les portes de cette entreprise. Je trouve plutôt que ça cool. Donc ouais, pour moi c'est validé. On a vu en plus là que la vidéo était plutôt bien tournée avec des transitions très cool, enfin que j'ai trouvé très cool. Bon, petit bémol sur les musiques utilisées. Il y a certaines musiques dans les présentations des produits qui étaient cool, d'autres lors des transitions notamment étaient un petit peu moyennes, mais bon. Mais sinon, dans la globalité, ouais, très satisfait. Hmm. Bah, je trouve ça intéressant ce que tu dis d'intimité, parce que c'est vrai que finalement, quand tu l'exprimes comme ça, je le ressens aussi. Et en fait, c'est assez sympa la manière dont ils nous introduisent vraiment dans l'Apple Park, donc qui est le siège social d'Apple, et qui est un bâtiment assez ouf, même en termes d'architecture, hein. C'est quand même un beau bâtiment, très Il est original, monstrueux. énorme, Il est avec un monstrueux. parc au milieu, enfin, c'est assez ouf. Et donc, ils le subliment plutôt bien, enfin même très bien, dans ces vidéos. Après, tu parlais des transitions, je suis pas aussi fan que toi. J'ai trouvé qu'il y avait des très bonnes idées en fait dans la manière dont les transitions étaient effectuées d'un plan à l'autre, mais en termes de réalisation, j'ai trouvé ça un petit peu décevant des fois. Il y a notamment deux plans qui m'ont un petit peu gêné. Le premier, c'est en tout début, il y a une espèce de vue de drone dans l'Apple Park et qui passe de l'extérieur de l'Apple Park à l'intérieur de l'Apple Park pour rencontrer Tim Cook. Et là, j'ai trouvé qu'elle était un peu... On la sentait pas réelle, quoi, cette transition, ça faisait un peu bizarre. Et la deuxième, que j'ai trouvé encore plus flagrante, c'est au moment où ils ont parlé de l'Apple Watch et du nouveau service de fitness en montrant les différents sports qu'on peut faire avec l'Apple Watch, quoi. Et là, ça passait d'un sport à l'autre, comme si on tournait dans une pièce, mais c'était un peu étrange, ces transitions. Je sais pas, toi, tu les as remarquées quand même, ou tu les as vraiment trouvées très quali et je me fais des Alors, films? moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je trouve que tu es un petit peu pointilleux sur la transition du coup du drone, hein, qui traverse de l'intérieur d'Apple, enfin de l'extérieur d'Apple Park aux locaux intérieurs. Je le trouvais quand même plutôt cool, ça passait bien. Donc celle-là, ouais. Par contre, ouais, je te rejoins sur celle de l'Apple Watch avec le changement de sport que je trouvais un petit peu cheap dedans. Moi, c'est pas en tant que tel, c'est les transitions en tant que telles qui m'ont dérangé, c'est plutôt ouais, les sons utilisés. Notamment la petite musique agaçante qui rentre en tête, là, je n'arriverai pas à la simuler, mais lorsque la caméra s'accélère, on l'a vu plusieurs fois Mm. à l'extérieur, ça j'ai trouvé ça un petit peu cheap, mais d'un côté, c'est une conférence qui s'adresse au grand public, à des personnes de tout âge. Bon, bah, je trouvais que ça pouvait être cool, ça a un petit côté fun. Bon, globalement, moi, ça m'a pas choqué. Je ne regarde pas cette keynote pour les petites transitions comme ça. Je trouvais que ça allait. Honnêtement, ça allait. Ouais, ouais, c'est vrai, je remarque aussi, c'est vrai que cette petite musique, je crois qu'elle était déjà présente pour la première, la WWDC, et c'est vrai qu'elle est revenue là, et bon, on commence à s'y habituer un peu, mais ça va, c'est sympa. Et en effet, le côté grand public qui était bien plus marqué, j'ai trouvé dans la présentation, avec aussi des ambiances un petit peu plus neutres, un petit peu plus réelles
que dans la WWDC où ça faisait très futuriste. Donc ouais, franchement, globalement, c'est pas mal. Et si on va un petit peu dans les détails, on peut toujours trouver des défauts, mais ça reste des présentations très qualitatives. Ouais, c'est ça et puis pour le coup, féliciter Apple pour avoir bien défini, les destinataires de cette, et puis les viewers surtout de cette keynote. La première keynote pour la WWDC, était orientée, développeurs, avec on va dire, une ambiance générale très professionnelle. Là, on est sur du grand public. Pour moi, tout est cohérent, tout y est, Apple a bien travaillé, sur sa mise en scène. Ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Nous aussi, pour la mise en scène de ce podcast, on a décidé de travailler un peu, d'essayer d'innover. Est-ce que tu leur présentes le nouveau mini concept pour cette keynote qu'on a réalisé dans la causerie tech? Alors oui, grosse innovation. Alors on a décidé de s'enregistrer en fait avant la keynote, quelques minutes ou quelques heures avant la keynote pour pouvoir faire partager nos attentes, nos envies, ce qu'on imagine, du moins ce qu'on imaginait de cette keynote avant que celle-ci soit diffusée. Et donc on va vous proposer tout de suite d'écouter nos ressentis, nos attentes plutôt, et nos envies sur cette keynote. Voilà, donc retour dans le passé, pré-keynote, et puis on se retrouve dans le présent très vite. Alors, nous sommes à plus ou moins 1 h 15 avant le début de la keynote du 15 septembre 2020 par Apple, la fameuse keynote dans laquelle Apple présente ses iPhones en temps normal. J'ai quelques attentes par rapport à celle-ci. La première étant donc ces présentations d'iPhone, qui selon certaines rumeurs, seraient compromises. J'y crois quand même, j'espère, qu'on aura au moins quelques images, même si la sortie n'est pas programmée pour tout de suite, qu'au moins Apple nous en parle. Ma seconde attente serait à propos, de l'Apple Watch Series 6 pour laquelle j'aimerais bien voir arriver de nouvelles technologies, principalement dans l'écran. Parce que, c'est un écran qui est déjà bien, qui a été revu il y a 2 ans, mais pourquoi pas, introduire de nouvelles technologies, le rendre peut-être un petit peu plus fin, la rendre en tout cas un petit peu plus fine, ce qui serait cool. Pourquoi pas un nouveau design, hein, soyons fous. J'attends aussi des nouveautés concernant l'iPad, alors principalement l'iPad classique et l'iPad Air, qui est un petit peu en retrait par rapport à l'iPad Pro qui fait beaucoup plus récent. Les 2 derniers font, relativement vieillot, notamment à cause de leur design et principalement de leur écran, qui n'est absolument pas borderless. Alors j'aimerais du coup voir, un nouveau design, pourquoi pas, mais surtout, un écran de meilleure qualité, bord à bord, enfin voilà, histoire de remettre un petit peu la gamme iPad au goût du jour. Heu, j'ai aussi des attentes, concernant les services proposés par Apple, que ce soit, Apple Cards, pourquoi pas Apple Cards dans de nouveaux pays, la France, soyons fous. Des annonces concernant Apple Arcade, Apple TV, tout un tas de choses concernant les services qui est pour moi une réelle plus-value, dans l'écosystème, Apple. Donc à voir. On attend tout ça et puis on verra bien. On va en traiter, dans la suite, du podcast qui sera donc tourné après, la keynote. Bon, donc c'est Romain, il est 18h40, là je m'y prends vraiment dernière minute, la keynote va commencer dans une vingtaine de minutes, et donc je vais rapidement faire un petit débrief de mes attentes de cette keynote, et comme ça dans le présent de la causerie tech, on va pouvoir débriefer et voir si mes attentes et les attentes d'Arthur ont été remplies ou non. Alors déjà moi j'attends pas grand chose sur les nouveaux iPhones en tant que tels, le seul truc qui m'intéresse vraiment c'est il y avait des rumeurs sur un iPhone 12 en petit format, un petit peu plus proche de ce qu'il y avait à l'époque des iPhone 6 par exemple. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que c'est un format ultra portable, bien plus léger, et s'il a toutes les caractéristiques de l'iPhone 10, c'est-à-dire le grand écran, le Face ID, enfin voilà, ce qui caractérise vraiment les iPhones modernes, moi ça m'intéresse vraiment d'avoir un petit format super portable et pourtant puissant et joli en termes de visuel, quoi, de design. Et enfin, voilà, le second point que j'attends, c'est les Mac. À la dernière conférence, à la WWDC, Apple avait annoncé passer les Macs sous les nouvelles puces ARM, donc des puces maison d'Apple.
peut-être aujourd'hui, je l'espère, un premier Mac sous ARM. Ce serait intéressant voilà, de voir qu'est-ce que ça va donner techniquement en termes de performance réellement. Et puis voir les premiers modèles voilà, vraiment sous ces puces ARM. Donc ça, c'est les deux points qui m'intéressent. À côté de ça, il y aurait peut-être, on va imaginer, mais là je prends des risques, des annonces sur l'Apple Watch qui peuvent être intéressantes avec peut-être une Apple Watch moins chère. C'est ce que j'avais entendu par-ci par-là. Une espèce d'Apple Watch SE, why not? Donc bon, on va débriefer ça dans la causerie tech, dans le présent. On revient dans le présent. Et voilà, Romain, on voit que tu t'es du coup bien trompé sur tes prédictions. Tu étais complètement à côté de la plaque, hein. Ouais, c'est vrai. C'était plus une liste d'envie que des prédictions. Et puis, tu me connais, moi, je suis pas trop rumeur. J'essaye de les éviter au max. Du coup, bien sûr, ça diminue la qualité de mes prédictions et de mes envies. Mais ouais, c'est un beau raté. J'ai parlé, il me semble, d'iPhone et de Mac. On n'a pas entendu une seule fois parler d'iPhone et de Mac. Bon, c'était prévisible, hein. Mais c'est vrai que c'est un beau raté de ma part. Toi, t'étais déjà plus dans le concret, hein. Ouais, j'étais pas mal dedans. Après, il est vrai que moi, j'avais un petit peu suivi quelques actualités. Alors, pas les actualités les plus récentes, parce que j'ai essayé de me couper de ça pour avoir le maximum de surprises. Mais c'est vrai que déjà depuis quelques mois, on entend parler de certains produits, certains services, tout un tas de choses. Et donc, je m'attendais un petit peu à voir ces choses-là arriver dans cette keynote. Donc ouais, après bon, on peut faire valoir le fait que je suis un petit peu plus les rumeurs et que je traîne aussi sur quelques forums où je peux lire certaines personnes du coup discuter de ce qu'ils imaginent et de ce qu'ils attendent. Ouais, tout à fait. On peut peut-être commencer en parlant des iPads. Une de tes prédictions semi-bonne, semi-fausse? Ouais, carrément, carrément. Et bah du coup, on a eu la nouveauté sur un iPad. Alors, on a eu des nouveautés sur dans la gamme générale de l'iPad, hein. L'iPad classique, l'iPad 10,2 pouces, il me semble, donc l'iPad entrée de gamme, qui était vendu, si je me trompe, à 349 € en France, quelque chose comme ça. Cet iPad a été un petit peu revu de l'intérieur seulement. Nouveau processeur, on est sur quelque chose un petit peu plus actuel, quoi. Une petite baisse de prix, il me semble. On est un petit peu descendu. J'ai plus les tarifs en On est à tête. Euh, 389 € pour la version Wi-Fi de base. voilà, c'est ça. Alors en tarif étudiant, ça fait du 349, il me semble, quelque chose de ce style. Mm. Donc ouais, bah très cool, remis au goût du jour, toujours un bon iPad d'entrée de gamme qui aura probablement tout son sens pour les lecteurs de journaux papier qui veulent faire la transition avec Apple News. Pourquoi pas. On a eu aussi l'iPad, et c'est la plus grosse des nouveautés, l'iPad Air, qui a été, lui, par contre, totalement revu en Mm. profondeur, niveau design, niveau hardware aussi. Donc, on a un design bord à bord déjà pour commencer au niveau de l'écran, avec un écran qui est en Liquid Retina, comme sur nos iPhones et comme sur l'iPad Pro. Donc, un écran qui est bord à bord, mais qui n'a pas Face ID. Qui garde un Touch ID qui par contre est déplacé sur la tranche de l'appareil parce qu'on retrouve du coup le même design quasiment similaire à l'iPad Pro, donc avec des bords un petit peu plus carrés qui permettent du coup d'accueillir un bouton de déverrouillage un petit peu plus large, du coup en saphir, enfin comme d'habitude pour les capteurs Touch ID, et qui du coup intégrera le Touch ID pour pouvoir déverrouiller cet iPad. C'est un choix un petit peu spécial. Moi honnêtement je le comprends. C'est pas fondamental d'avoir Face ID sur un iPad. Oui, Face ID, donc Touch ID fait le taf pour des iPads enfin pas entrée de gamme, de milieu de gamme pour le coup, et du coup qui permettent à cet iPad de garder un tarif plutôt alléchant. On retrouve aussi le Smart Connector à l'arrière qui va permettre de le relier au clavier d'Apple, le dernier notamment avec le trackpad, le Magic Keyboard du coup, qui est plutôt cool si ce n'est un petit peu cher. Il accepte alors le nouveau qui n'est plus si nouveau que ça, mais l'Apple Pencil 2. Mm. Contrairement à la version classique, donc le 10,2 pouces qui n'a pas changé niveau design, qui lui reste seulement compatible avec le Apple Pencil 1. Un peu dommage.
Donc voilà, là pour le R, bon, on a tout ce qui se fait de mieux. La nouvelle puce, d'ailleurs, qui est la toute dernière puce de chez Apple, hein, la Ouais. A14. Donc, enfin, pour moi, c'est un appareil totalement au goût du jour, qui n'a pas de lidar par contre à l'arrière pour la réalité augmentée, qui n'a pas de double capteur photo, un seul. Donc au final, bon, on est sur un bon milieu de gamme qui peut, dans certains cas, faire concurrence à l'iPad Pro, du moins faire un petit peu d'ombre à l'iPad Pro, notamment chez les étudiants qui n'ont pas forcément besoin de toutes les capacités que propose et toutes les options que peut proposer l'iPad Pro. Donc ouais, pour moi, c'est niveau iPad, c'est un gros oui, très satisfait, un peu moins du coup de l'iPad classique, mais bon, c'est normal, on est sur de l'entrée de gamme, c'est pas un produit qui m'intéresse tout particulièrement. Pour le R, par contre, je suis beaucoup plus enthousiaste. Ouais, ouais, clairement. Ben, je suis très enthousiaste sur le R, on va en reparler. J'aimerais faire un petit retour sur l'iPad classique, celui qui est quand même pas très cher, 389 euros, parce que moi je l'aime énormément cet iPad. Certains se plaindront que de son style, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. Il me semble que dans tes prédictions, enfin en tout cas dans tes attentes, t'attendais une mise à jour visuelle du design de cet iPad. Bon, il n'y en a pas En eu. effet, ouais. Mais par contre, en fait, c'est un iPad qui reste une dinguerie pour 80% des gens. C'est-à-dire que à 389 euros, c'est moins cher que n'importe quel ordi éclaté que tu puisses acheter. Mais en même temps, tu as une puce quand même relativement puissante, donc un produit rapide qui va durer dans le temps. Ton iPad que tu achètes là maintenant, dans 2, 3, 4 ans, tu pourras encore l'utiliser très bien, en tout cas pour des utilisations classiques qui sont aller sur internet, lire ses mails, remplir 2-3 tableurs à la limite. Donc ça tiendra très largement, et même pour jouer à des jeux un petit peu puissants, il n'y aura pas de souci. Et du coup, tu as un rapport qualité-prix qui est juste dingue, quoi. C'est le meilleur ordinateur pour un utilisateur lambda à un prix vachement faible. Enfin, je trouve ça génial en fait. Ouais, je suis totalement d'accord, sur ce point-là. C'est un très bon ordi pour, le très grand public. Après, si tu es un tant soit peu technophile, tu passes ton chemin quoi, hein, clairement. Mais ouais, je suis d'accord pour toi et puis même, c'est une très belle porte d'entrée, dans l'écosystème Apple, hein, faut pas oublier. Ah bah clairement, 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 ça, bah, de toute façon, je pense que c'est la porte d'entrée la moins chère dans l'écosystème Apple, avec un appareil qui est joli, qui est puissant, un écran pas dégueu, et tu peux y faire tout ce que tu as à y faire, on va dire, pour des pratiques classiques. Donc ouais, c'est vraiment un iPad cool, donc voilà, j'aime pas quand tu lui parles mal comme ça, il est super bien cet iPad. Ouais, je suis désolé, mais c'est vrai que comme je disais, une très bonne porte d'entrée et puis en plus, Apple a bien appuyé sur ce fait-là en parlant. C'est le seul produit, parce que l'iPad Air, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu ce fait-là. C'est le seul iPad du coup, dont on donne à chaque fois le prix en tarif étudiant. Mmh, Donc c'est un vrai signe, hein, ça montre que cet iPad est destiné quand même à être dans un système éducatif. mmh. Ça permet, et puis c'est un excellent outil d'éducation, hein, on va pas se mentir, lire ses cours, prendre des cours même, pourquoi pas. Enfin, on peut apprendre tout un tas de choses sur l'iPad et celui-ci au tarif où il est, tu as raison, c'est juste un super bon rapport qualité-prix, probablement un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on puisse trouver dans la tech. Ouais, carrément, carrément, carrément. Pour passer à l'iPad Air, du coup, ouais, en effet, il a eu le droit à son petit redesign dans le même style que l'iPad Pro. Ça lui va très bien. 5 couleurs, c'est très sympa. Tu parlais du Touch ID qui est du coup passé bah, du bouton d'accueil qu'on connaît bien, qui est un peu iconique, au bouton de démarrage. Tu disais que c'était pas très grave. Moi, ça m'enquiquine quand même vachement. C'est-à-dire qu'autant sur l'iPad, l'avoir avant sur le bouton d'accueil, quand il y avait encore un bouton d'accueil, c'est assez intuitif parce que tu le chopes en main et ton doigt va très facilement tomber là-dessus. Autant sur le bouton de démarrage, aujourd'hui l'iPad il se déverrouille tout seul quand tu l'attrapes en fait dans tes mains. Donc t'as pas du tout le réflexe d'aller foutre ton doigt sur le capteur. Donc ce que je me dis, c'est qu'en termes d'utilisation, finalement, ce qui va se passer, en tout cas ce que je pense faire si j'ai acheté un iPad Air, et ça m'intéresse par rapport à certains cas d'usage, on va en reparler, c'est que je finirai par juste ne pas mettre de code sur mon iPad pour pouvoir l'utiliser au mieux.
Et c'est vraiment l'avantage de Face ID, c'est que quand on utilise Face ID, ben, on se rend même plus compte qu'on l'utilise. Alors que là, avec ce placement un petit peu bancal qui est vraiment venu là pour avoir un bel écran et plus de boutons d'accueil, ben, on perd de la fluidité dans l'utilisation de l'appareil, non? Ouais, c'est vrai. Après, c'est quand même une habitude à prendre. Moi, honnêtement, sur mon MacBook Pro, j'ai le Touch ID et maintenant j'ai le réflexe de poser mon doigt tout simplement dessus. J'imagine à peu près la même chose sur l'iPad Air. Après, une question se pose là-dessus, c'est que le bouton Touch ID paraît vraiment fin. Mmh. Bah, il se trouve sur la tranche, donc c'est un peu une limite technique. Donc à voir comment ça va fonctionner, si ça fonctionne vraiment bien. Parce que s'il faut s'y reprendre à plusieurs fois, ça peut vite être relou. Donc, bon, à voir. Moi, c'est la seule interrogation que j'ai avec ça. Après, oui, c'est vrai que tu as raison. Face ID fait complètement oublier le fait de déverrouiller son iPhone. C'est comme s'il était totalement déverrouillé. On le prend, on swipe vers le haut et c'est terminé. On se pose pas de questions. C'est un peu moins vrai en ce moment avec le masque, hein, Mmh. pas te Ah le oui. cacher. Mais pour le coup, bon, sur l'iPad, ça me dérange pas tellement enfin, du moins pour mon utilisation personnelle, si je devais l'utiliser, étant donné que j'utilise mon MacBook Pro tous les jours et que de cette manière-là, ça fonctionne et je m'y suis fait. Hein, maintenant, je fais même plus gaffe. Hein, quand je pose le doigt dessus, c'est devenu un réflexe. Donc, à voir après comment ça peut se faire. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est à voir. Peut-être que je suis un peu critique là-dessus. À voir par la suite. Après, venant d'Apple, ça m'étonnerait qu'ils aient mis un capteur Touch ID pas performant. Ce serait vraiment très étonnant de leur part. En général, quand ils intègrent des nouvelles solutions, c'est qu'elles ont été durement validées. Je pense qu'il y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Après, en plus Ouais. de cela, cet iPad Air, il est compatible avec l'Apple Pencil 2, ce qui est vachement bien pour tous les designers ou ceux qui ont envie de dessiner, voilà, tout bêtement sur l'iPad. Il est super puissant, hein, la nouvelle puce, il est vachement beau, franchement, il a tout pour plaire. Et à mon goût, il fait de l'ombre à l'iPad Pro, hein. Aujourd'hui, cet iPad Air, il commence à 669 €. Alors que l'iPad Pro au même format, c'est-à-dire 11 pouces, il commence à 899 €, donc ça fait 220 € d'écart. Pour finalement pas tant de différence, hein. Il lui manque juste un écran 120 Hz, un capteur LiDAR qui, sincèrement, est très peu utilisé, à part pour des développeurs qui veulent s'amuser un petit peu avec ça. Un appareil photo, bon, sur un iPad, c'est pas forcément l'essentiel. Donc franchement, cet iPad Air, il a vraiment énormément de choses à donner, même pour des utilisateurs professionnels, hors côté développement et vraiment ultra pro, où on doit utiliser la caméra, des choses comme ça. Franchement, c'est un très beau concurrent finalement, qui bouffe un petit peu, à mon goût, sur les plates-bandes de l'iPad Pro. Ouais, t'as raison. Alors, il a beaucoup de points positifs. Je vais revenir rapidement parce que j'en ai pas du tout traité juste avant. Sur ces différentes couleurs, hein, on le rappelle, c'est du bleu, du vert, du rose. Alors, j'ai pas les termes, les noms exacts, hein, Alors je les ai marketing donné sous par les yeux Apple, si hein. tu veux. Alors c'est un Vas-y, petit je t'écoute or alors. rose, un vert, Ouais, qui s'appelle juste, enfin qui s'appelle vert et un bleu ciel. Bon, ils ont pas été très très inventifs, inventif. hein. Ouais, c'est vrai que le marketing là, laisse un peu à désirer. Mais, bon, on se retrouve avec, une panel de couleurs qui est, ma foi, très jolie. Qui tire un peu vers le pastel. Mmh. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup. D'habitude, je suis pas fan, hein, des couleurs sur les produits tech. On en reparlera avec l'Apple Watch. Je suis pas extrêmement fan des couleurs généralement, mais là, pour le coup, c'est des couleurs qui passent vraiment bien et qui peuvent séduire une tranche d'âge un petit peu plus jeune avec ce côté pop. Donc ouais, il y a un vrai truc. Honnêtement, il y a un vrai truc. Et puis ouais, sur l'ombre pour l'iPad Pro, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je valide complètement, hein, c'est certain. Juste, je voudrais revenir sur le petit point que tu as dit sur la photographie, qui n'est pas l'essence même de l'iPad. Figure-toi que l'iPad est très utilisé pour prendre des photos, notamment en Asie. Beaucoup, beaucoup d'Asiatiques utilisent l'iPad pour prendre des photos. Mmh. Je sais plus du tout sur quel média j'ai lu ça, où ils donnaient les pourcentages et c'était assez impressionnant, je pensais pas. Et j'ai moi-même d'ailleurs, il y a quelques années maintenant, quand j'étais un jeune bambin avec mon iPad mini.
je prenais des photos avec mon iPad mini dans toutes circonstances, vraiment. Non mais c'est vrai, c'est marrant, mais c'est vrai. Même jusqu'au au parc d'attractions, hein. Je prenais mon iPad mini dans des parcs d'attractions pour prendre des photos. Donc, par exemple, à Walt Disney, c'était génial. Il n'y a pas de placement de produit pour Disney dans ce podcast, malheureusement. Mais, mais en tout cas, voilà. Excellent pour prendre des photos, très cool parce qu'on voit en fait directement et de très bonne qualité la photo qu'on a prise et c'est plutôt agréable, même si je te l'accorde avec un iPad Air ou un iPad classique, c'est un petit peu gros. Ouais. Ouais, ouais, en effet. Bon, là, on s'écarte un petit peu. On est déjà à plus de 20 minutes de podcast. On peut peut-être passer aux Apple Watch, non? Carrément, carrément. Et ben, je t'écoute si tu veux présenter ces merveilleuses Apple Watch. Oh là là. Déjà, ça commence avec des compliments. En effet, un nouvel update sur les Apple Watch. Alors, rien d'énorme en soi, mais plein de petits trucs intéressants. La première chose que j'ai trouvé vachement intéressante, c'est la manière dont l'a présenté Apple. Je vais avoir besoin de ton ressenti là-dessus, Arthur. Ils l'ont vraiment présenté directement, très fortement, comme un objet de santé qui va vous aider dans votre quotidien et qui peut même vous sauver. Et ils ont vraiment forcé là-dessus. Et en fait, ils présentent un petit peu maintenant, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas, l'Apple Watch comme un objet à avoir si tu veux survivre. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue. C'est genre, c'est le must-have. Si tu veux avoir une vie saine, si tu veux vivre longtemps, si tu veux être sauvé d'une chute, achète une Apple Watch. Et sur moi, ça a marché. J'ai vu ça, je me suis dit, il me faut une Apple Watch. Je veux être en forme. Ah bah, je valide complètement et c'est le même ressenti que j'ai eu. J'ai même culpabilisé de pas en avoir une, hein. Je me suis dit: «Je peux mourir, chaque jour», Mais parce clairement. que pour le moment, je n'ai pas d'Apple Watch à mon poignet. Non, il faut remarquer que le marketing d'Apple sur ce sujet-là est assez incroyable et comme tu l'as dit, on a commencé, cette présentation d'Apple Watch par des feedbacks d'utilisateurs qui ont été sauvés, par l'Apple Watch. Je ne sais pas, il me semble que c'est pas la première fois qu'Apple fait ça. Et je trouve que c'est génial, c'est juste génial. On voit que l'outil maintenant, l'Apple Watch, peut sauver des vies. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un appareil de santé en tant que tel, même si on voit l'Apple Watch depuis la série 5 accueille ou même série 4 accueille un ECG. Donc, on est sur quelque chose hein, clairement qui pourrait être un appareil de santé. Moi, je vois plus ça comme un appareil de santé préventive, c'est-à-dire que ça va pouvoir nous prévenir de potentielles maladies ou de choses comme ça. Ouais. Donc c'est très cool. Ouais, honnêtement, moi je suis fan. Présentation au top. On est vraiment sur. Je vais être très généreux en compliments hein, sur ces Apple Watch. Je spoil un petit peu. Je vais être très généreux parce que tout simplement c'est un outil qui est plutôt cool et qui est ouais probablement un must-have maintenant hein, dans notre société. D'autant plus post-Covid, hein, où on fait de plus en plus gaffe à notre santé, du moins on fait un petit peu plus attention à la santé globale des personnes. On en avait parlé d'ailleurs lors de la WWDC avec le lavage de mains, etc. On est vraiment sur un appareil qui va accompagner l'utilisateur dans sa vie quotidienne pour être en meilleure santé. Je trouve que c'est génial. Ouais, ouais, clairement. Donc pour faire un petit récap des annonces d'Apple, dans l'ordre, c'est déjà 5 nouvelles couleurs sur les boîtiers de watch. Une nouvelle fonctionnalité encore de santé, le Blood Oxygen Measurement. Alors en gros, c'est l'oxygène qu'il y a dans le sang qui est mesuré. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais via des capteurs dans la watch, ils arrivent à vous sortir en, je crois, 20 secondes, une mesure précise, enfin plus ou moins précise, qui en tout cas va vous permettre de valider votre état de santé et pareil, potentiellement de pouvoir les transmettre à un médecin par la suite si c'est nécessaire. Donc c'est voilà, des nouveaux outils, des nouvelles mesures, ça améliore l'appareil d'année en année et on peut vraiment envisager que d'ici quelques années, la watch soit vraiment en fait l'assistant santé qui va aussi aider les médecins en leur donnant les bonnes informations dès qu'un petit problème est détecté chez une personne. En plus de ça, on a des nouvelles watch faces, donc le visage de la montre qu'on voit dès le premier regard. Plein de nouveaux trucs assez sympas avec plus de fonctionnalités, notamment la gestion de plusieurs pays, plusieurs time zones qui peuvent être affichés sur un même écran. Aussi une collaboration très sympa avec un artiste dont je me rappelle plus le nom, mais avec des petits visages en illustration qui rendent vachement bien.
Et puis, en plus de ça, on a la nouvelle fonctionnalité Family Setup. Arthur, ça m'intéressera à ton avis. Et la dernière annonce, l'Apple Watch SE. Ça, je crois que c'est le seul truc que j'avais de juste dans ma prédiction de début de causerie. Une Apple Watch un petit peu moins chère, avec quand même les dernières fonctionnalités de WatchOS 7, une bonne puce bien performante, à un prix plus faible. Donc voilà, c'est pas mal, c'est des belles annonces. Et ils ont terminé avec une vidéo très humoristique sur les nombreux cas d'usage de la Watch pour encore te montrer que c'est un indispensable, que si t'as pas d'Apple Watch, non, non, ça va pas. Ouais, alors ouais, globalement, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. On a eu beaucoup de nouveautés très cool. La présentation de l'Apple Watch, global, qui était très bonne. Je rajouterais à ça vraiment l'accent sportif qui a été donné aussi à cette watch, et on en reparlera un petit peu après avec les nouveaux services. Ouais, pour moi, c'est excellent ce qu'il y a eu. Tu as raison dans tes prédictions, tu l'avais dit, une petite Apple Watch un peu moins chère. Moi, je m'attendais pas à une Apple Watch SE, honnêtement, hein. Je m'attendais juste à une refonte, du moins une amélioration de l'intérieur pour la Watch série 3, avec la baisse de prix, etc., qui d'ailleurs, elle aussi, a baissé de prix, hein, il faut qu'on le dise, est passée à 219 € 199 seulement. euros. 219, c'est ça, 199 $, 219 euros. Donc voilà, qui est pas très cher, mais bon, qui maintenant est un petit peu ancienne. Moi, je pensais que ça allait être plutôt celle-ci, qui allait être revue de l'intérieur, mais bon, on va pas s'en plaindre, cette SE a tout pour plaire. Donc voilà. La Watch Series 6, du coup, comme tu l'as dit, avec ses différents capteurs plutôt cool, qui ont été aussi très bien amenés. On a eu des démonstrations un petit peu concrètes, parce que j'avais, moi, par exemple, du mal à comprendre à la base pourquoi le taux d'oxygénation d'oxygène dans le sang. Je comprenais pas trop. On a eu une petite démonstration avec une dame qui montait en haut d'un pic. J'ai Mm. pas du tout les noms en tête. Je pense que c'était à Yosemite Park, vu la transition. Donc ouais, très cool. Où on la voyait surveiller du coup son taux d'oxygène dans le sang. Donc bon, bah très cool. Ça nous montre aussi que ça peut être utile dans l'activité physique, notamment en haute montagne. Très cool. Après, je t'avoue que pour comment ça s'appelle, le Family, Family Setup. ouais, j'ai pas totalement tout suivi à ça. À ce que j'en ai compris, du coup, c'est de tout rassembler dedans pour voir l'état de santé d'un petit peu tout le monde dans sa famille, c'est ça? Bah, en gros, mais ça avait l'air un peu complexe comme système, mais c'était l'idée qu'on puisse utiliser une Apple Watch sans avoir de téléphone, mais en le connectant plus ou moins à un groupe famille, et du coup avoir certaines infos spécifiques, pouvoir savoir où est ton enfant, activer un mode école pendant qu'il est à l'école pour l'empêcher, enfin voilà, de faire autre chose sur sa montre pendant qu'il doit travailler. Un espèce un petit peu de groupe famille, tout le monde a son Apple Watch, mais pas besoin d'avoir tous un iPhone, donc dédié, en tout cas ce qu'ils montraient dans la vidéo, plutôt à des jeunes enfants, hein, je pense, des enfants qu'ils montraient, c'était genre du 8-12 ans. Euh, un peu bizarre, ça montrait quand même beaucoup de tracking de ces enfants, et ouais, c'était un peu étrange ce Family Setup, à suivre, à voir ce que ça donnera. Euh, pas Ouais, convaincu. ouais, ouais. Ouais, c'est un petit peu spécial, ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça fait un peu, tracker d'enfants, dessus. Après, je pense que ça relèvera de la morale de chacun. Mais bon, plutôt, ouais, il y a une idée en tout cas. Il y a une Ouais. idée de pouvoir utiliser cette watch, d'autant plus avec la Watch Série 3 qui est passée, à 199 $, donc 219 euros en France, qui du coup est très abordable. Pourquoi pas, en mettre une au poignet de son enfant, pour pouvoir surveiller son état de santé si on pense qu'à ça. Donc ça peut être cool. Moi, honnêtement, je vois une petite feature cool. Donc rien de transcendant, hein, mais voilà. Après, c'est vrai que le tracker, ouais, peut poser quelques questions de l'ordre de l'éducation aussi, hein. Mm. Est-ce qu'on a envie d'éduquer nos enfants à cette traçabilité? Je sais pas. C'est un petit peu spécial. Bon, c'est là, il y a une idée. Ouais, 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 je suis pas convaincu, mais bon, peut-être. Faudra voir ce que ça donne en cas d'utilisation réelle. Malheureusement, on pourra pas nous directement faire de test, mais Mm. mais c'est à voir
avec des gens qui sont concernés par ce type de problématique en fait, hein. Voilà. Alors, moi, globalement, j'aimerais bien qu'on résume un petit peu cette partie-là. Donc, une SE, une Watch SE, une Watch série 6 et une refonte, du coup, et une baisse de. Alors, pas vraiment une refonte, hein. Je Ouais, crois qu'il y a eu juste juste du une baisse de processeur. prix pour le coup. Le processeur a même pas été amélioré, du coup, non, Oh, je c'est vrai. pense pas, non, non. Non, donc ouais, juste une baisse de prix pour la série 3 et du coup ce service ce service Family pour régler et régir du coup toutes ces Apple Watch dans la famille. Donc plutôt cool. Gros fave sur cette Apple Watch SE qui pourrait bien se retrouver dans mon panier de commandes sans tarder. Ouais. Donc À très cool. savoir quand même que la SE, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais qu'est-ce qu'elle a en moins, que la série 6? Son écran n'est pas toujours activé, c'est-à-dire que c'est que quand on bouge la montre que l'écran s'allume pour montrer l'heure, par exemple. Il y a pas le suivi, du niveau d'oxygène dans le sang. Il y a pas l'ECG, donc l'électrocardiogramme. Donc c'est quand même quelques fonctionnalités en moins comme ça, qu'il faut pas négliger. Après, ça a globalement tout le reste, hein, ça a toutes les fonctionnalités de l'Apple Watch, sans quand même ces fonctionnalités de santé un peu avancées, mais qui, en tant que jeune, on va dire, nous concernent peut-être un peu moins. On a moins de risques cardiaques, même si ça peut arriver, hein. Oui et puis ça a surtout permis de baisser les coûts, hein, là, on Ouais. se retrouve avec, une Watch SE, qui débute à 299 €. D'ailleurs, petit point, petite interrogation, elle a été présentée à 299 $. Euh, C'est 299 ou 279, je ne sais plus. On alors est à peu j'avais près noté dans cet ordre-là. 279 $, ouais. 279 $, elle est passée en euros à 299 €. Mm. Donc c'est à noter, c'est pas un gros écart, c'est plutôt cool de la part d'Apple d'avoir gardé cette watch en dessous de la barre symbolique des 300 €. Donc plutôt cool, ça va permettre à de plus en plus de personnes de se la procurer en tout cas. On note la watch série 6 du coup, qui elle ne bouge pas en tarif, donc qui débute à 439, non 429, 449 € en 429 France. Voilà, c'est euros ça. en France. Voilà, c'est ça. Pour le petit modèle du coup en 40 millimètres, hein. Ouais, ouais, Donc tout à fait. et en boîtier aluminium. Mm. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour des nouveautés de l'Apple Watch et de notre ressenti. Bah, globalement, ouais, c'est assez tout. On a fait le tour. Et puis je pense qu'on peut enchaîner. On parlait du coup sur l'Apple Watch précédemment, du coup, la mise en avant de la pratique sportive avec l'Apple Watch. Et Apple nous a présenté un nouveau service. Et bah, je vais te laisser en parler, Romain. Eh bien allez, c'est pour moi. Alors donc Apple, après avoir présenté bon, Apple Music il y a quelques temps de ça, Apple News, Apple TV+, Apple Arcade, et je dois en oublier un, Apple vient de présenter Fitness Plus, donc un service payant avec abonnement, qui fonctionne uniquement si vous avez la Watch, hein. C'est vraiment une condition nécessaire, il faut avoir accès à l'application Activité qui est liée à l'Apple Watch, et en fait, bah, ça va être tout simplement, tout bêtement, des vidéos de coaching sportive, de coaching sportif avec en direct vos données de santé grâce à l'Apple Watch, donc votre rythme cardiaque, le nombre de calories que vous aurez consommé, etc. Donc en fait, c'est un service, une application de sport comme il en existe pas mal en fait, hein. Et c'est ça moi qui m'inquiète un petit peu sur ce genre de nouveaux services qui viennent bouffer sur des applications existantes qui sont en vrai des business à part entière, hein. Le fitness, c'est un marché énorme, il y a beaucoup d'applis qui proposent des programmes. Ben, en gros, Apple propose ses propres programmes, très bien intégrés avec son écosystème, que ce soit l'Apple Watch, que ce soit Apple Music qui est directement lié à Fitness Plus pour choisir sa bande sonore pendant qu'on fait son sport. Tout ça pour 10 $ par mois ou 79 $ à l'année. Et on a 3 mois gratuits après l'achat d'une watch. Donc c'est intéressant. En termes de tarifs, je me rends pas vraiment compte. Je me suis jamais penché sur ce marché-là, mais c'est pas cher non plus. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur, toi, d'Apple qui vient vraiment se tourner comme ça, de manière un peu agressive sur des marchés existants, là le fitness?
Alors, moi, j'ai été assez surpris honnêtement par cette annonce, par ce nouveau service. Je m'attendais absolument pas à ça et je me suis aussi dit: «Est-ce que Apple s'y attendait aussi, à présenter ça il y a quelques mois?» Est-ce que c'est pas le confinement qu'il y a eu il y a quelques mois maintenant, qui aurait du moins, accéléré ce projet? C'est une vraie question parce qu'on sait que maintenant les salles de sport, c'est un petit peu compliqué, pour y accéder. Il faut des créneaux, tout un tas de choses. On n'est pas à l'abri non plus d'une refermeture. On est toujours dans cette Mmh. crise du coronavirus. Donc, est-ce que c'est pas un projet qui est sorti un peu vite de l'eau comme ça, pour répondre à une problématique que sont du coup les crises sanitaires? C'est une vraie question. Personnellement, j'y crois. Bon, à voir. Le service en lui-même, par contre, est plutôt cool. Alors, tu as raison, ça bouffe sur un marché déjà existant et ça va empiéter sur certains petits business du coup à part entière. C'est regrettable. Après, c'est vrai qu'Apple l'a bien intégré dans son écosystème. On peut le remarquer, tu l'as dit, avec Apple Music d'intégrer directement dessus, la possibilité aussi de ajouter des amis dessus et faire un sport en même temps avec des Ouais. amis. On a eu d'ailleurs dans la présentation un moment où on voit une personne, il me semble, qui fait du sport en FaceTime avec un de ses potes, tout en suivant ses données sur l'écran parce que cette application est aussi disponible avec Apple TV. Donc, il y a tout il me semble, avec Apple TV. Oui, si, il me semble, et je suis quasiment sûr, à la fin, ils l'ont montré. Donc, ce sera sur iPad, iPhone, etc. Donc, c'est plutôt cool. Ça fait, ouais, on a vraiment on peut en tout cas pratiquer le sport dans les meilleures conditions possibles à domicile et tout en gardant ce partage du sport qui est assez important. Partager son sport avec ses amis, c'est quasiment pour certains aussi important que la pratique du sport en elle-même. Donc, pour moi, c'est ouais, une fonctionnalité, un nouveau service qui est très très cool et surtout bien intégré, malgré, je pense, ce court temps de préparation au lancement. Ouais. Ouais, après, moi, ça m'inquiète un peu. Bon, après, je parle aussi en tant que développeur d'applications. En ce moment, on sait, c'est la grande guerre avec Epic Games. Là, ils viennent quand même clairement défoncer des applications qui sont installées depuis un petit moment dans le domaine du fitness. Ils sont arrivés, ouais, très rapidement, on s'y attendait pas. Et moi, ça me fait peur que sur le long terme, ils finissent finalement par tout bouffer. Fallait un peu s'y attendre, tu vois. On a vu avec les news, avec TV, avec Arcade, mais c'est des domaines dans lesquels ils étaient déjà présents depuis longtemps, avec iTunes, avec l'App Store. Et puis sur Apple Arcade, par exemple, c'est des jeux d'autres éditeurs. Là, c'est vraiment 100% Apple. Qu'est-ce qui nous dit que demain, ils vont pas faire, je sais pas, de la gestion de ton budget? Bon, ils font déjà une carte bancaire, mais je sais pas, toutes sortes de services qui sont aujourd'hui payants et qui sont des entreprises à part entière, hein, et que Apple peut détruire comme ça en une keynote, en une annonce, une nouvelle application dans leur écosystème. Ça fait un peu flipper à ce niveau-là. Ouais, bah là, je te suis totalement. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, cette position dominante qu'a Apple, et puis et on peut le dire, hein, c'est dû à ce plein contrôle de son écosystème. On a déjà eu ce débat la dernière fois quand on parlait de la guerre d'Epic Games d'ailleurs. Mm. Bon, ben, ouais, c'est vrai que ça peut faire peur honnêtement qu'Apple soit le seul à proposer ses services, ses appareils, etc. Bon, bref, c'est quelque chose d'assez controversé. Je pense que ça dépendra de chacun aussi, hein. Chacun aura son ressenti par rapport à ça. Après, je me dis que peut-être qu'à terme, l'application fitness pourrait être ouverte à d'autres et qu'on pourra peut-être voir de nouveaux business se créer, hein, des business de coach sportif vidéaste, pourquoi pas. Peut-être que Thibaut InShape se reconvertira sur fitness d'Apple. Moi, je pense on peut attendre pour le moment. De toute façon, on n'a que ça à faire, hein. Le service n'est Ouais. pas lancé, n'est toujours et ne sera pas lancé en France au début, hein, seulement États-Unis, Canada, je me souviens plus les autres pays. Bah oui, la France, on est encore un petit peu à la traîne au niveau des services Apple. On n'a toujours pas Apple News non plus, ni Apple Cards, hein, donc voilà. Mais bon, globalement, ouais, moi, ça me hype un petit peu quand même ce nouveau service, d'autant plus qu'il est plutôt bien intégré avec les autres.
Mmh. parce qu'Apple a décidé de faire un bundle complet, un pack de services avec des tarifs que je trouve relativement alléchants. Ouais, le pack Apple One, comme ils l'ont appelé, c'est un pack du coup qui existe en plusieurs versions. Il y a la petite version où tu as Apple TV+, iCloud Drive, Apple Music et Apple Arcade pour 14,95 € par mois, ou en mode family pour 19,95 € par mois. Donc clairement, c'est acceptable. Finalement, c'est pas un pack super avantageux, hein. Je sais pas, ça fait pas économiser beaucoup. Et si on le prend en version max, l'Apple One à 29,95 € par mois, où là, tu as tout ce qu'il y a dans le petit Apple One, avec aussi Apple News et Apple Fitness plus 2 Tera d'iCloud Drive, ce qui est quand même vraiment bien, ça. C'est le petit bonus qui fait plaisir. C'est des tarifs ok, qui détruisent pas non plus le marché, et ça, pour le coup, je trouve ça bien. Mais ils sont un peu en train de se constituer leur Amazon Prime au fur et à mesure, sans la livraison de colis, mais avec énormément de services dans un bundle à un prix pas excessif, quoi. Ouais, c'est ce à quoi ça me faisait penser aussi et j'allais le soulever. Le Amazon Prime du coup qui est un petit peu similaire à ça en fait, hein. On est sur ce bundle d'applications, ce bundle de services, proposés par ces entités et moi je trouve que c'est plutôt cool honnêtement. C'est vrai que les tarifs sont pas non plus déconnants, sont pas non plus, très peu chers. Enfin il y a un bon rapport qualité-prix je pense. On peut s'y retrouver si on est utilisateur de tous ces services-là en Mm. les prenant. Il me semble pas qu'ils aient fait des annonces concernant les tarifs étudiants. C'est quelque chose qui est assez important sur ces bundles. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui profitent de l'offre étudiante pour Apple Music qui est liée avec Apple TV hein, Mm. d'ailleurs. Moi, j'attends de voir ça. Je suis moi-même étudiant, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, à voir selon les tarifs. J'ai pas du tout regardé, c'était pas disponible sur le site au moment où j'ai check ça. Donc, bon, à voir. Mais pour moi, c'est validé, hein. Je trouve que l'idée est bonne. Mais voilà, Apple s'assoit encore plus du coup avec ses services et impose ses propres services. Donc, voilà, après ça dépendra de la vision de chacun. C'est pas déconnant dans l'écosystème Apple et dans la vision globale d'Apple, du moins celle qu'il présente depuis maintenant quelques années, hein. Mm. Ouais, ouais, clairement. Non, ça continue dans la logique. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu me laisses piquer mon petit coup de gueule de fin? Eh ben, je te laisse piquer ton petit coup de gueule de fin, du coup, oui. Ouais, parce que là, il y a un truc qui ne va pas. Je t'en ai parlé rapidement avant qu'on commence ce podcast. Et puis, je vous ai dit déjà dans ce podcast que moi, j'étais développeur d'applications. Et donc, Apple a annoncé à la fin de sa conférence, un petit peu tranquillement, comme ça, en douceur, que toutes les mises à jour des OS, donc iOS, macOS, watchOS, allaient sortir le lendemain, donc mercredi 16 septembre 2020, donc normalement le jour de la sortie de ce podcast. Et du coup, bon, ça c'est bien sympa techniquement pour tout le monde, mais à côté de ça, Xcode, qui est le logiciel qui permet de développer pour Apple, n'est toujours pas disponible dans sa version 12, qui permet justement de produire des applications pour ces nouvelles versions-là. Pour l'instant, on n'a que des bêtas, et donc ils ont annoncé ça tranquillement, tout, tout ce qui est widget, dont on vous a pas mal parlé avec la WWDC, et dont ils ont un peu reparlé là. Techniquement c'est bien, mais aujourd'hui les développeurs ne peuvent même pas envoyer une application qui contient ces widgets, donc ça veut dire que demain, aujourd'hui pour les auditeurs, ou peut-être il y a quelques jours même pour les auditeurs, quand ces mises à jour vont sortir, en fait toutes les applications autres que celles d'Apple ne seront pas prêtes pour iOS 14, et ça met quand même un petit peu comment dire, d'essence sur les flammes, on peut dire ça comme ça, que j'ai ouvert Twitter pour valider, pour vérifier que c'était pas juste moi qui étais un peu fou, mais non, les développeurs étaient un petit peu à cran quand même, parce qu'on sait que c'est tendu justement par rapport à l'affaire d'Epic Games, etc., entre les développeurs d'applications et Apple, et là, ils viennent mettre quand même en discrétion une petite couche de
on vous respecte pas du tout. Donc ça, j'ai pas du tout kiffé. Non, enfin, pourquoi quoi? Ouais, j'ai le même ressenti, c'est vrai. Moi, je suis pas du tout développeur, mais je m'intéresse un petit peu à ces problématiques-là et notamment aux confrontations développeurs et Apple de ces derniers temps. C'est vrai que là, on peut clairement y voir un gros doigt d'honneur de la part d'Apple. Ce sera pas la première fois, hein, honnêtement, hein, qu'Apple fait des petits coups comme ça. Alors, pas que aux développeurs, hein. On se rappelle la Commission européenne et les communiqués de Tim Cook. Apple est habitué à ces bons gros doigts d'honneur. Donc bon, bah moi ça m'étonne pas particulièrement. C'est vrai que c'est un petit peu traître d'annoncer ça la veille pour le lendemain alors que rien n'est encore disponible. Bon, c'est vrai, mais d'un côté ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. Et je pense que les choses ne changeront pas, honnêtement. Ah non, ça risque pas de changer, mais là c'est vraiment dommage. Autant ça se comprend tout à fait que sur les règles de l'App Store, ils restent très stricts parce que c'est leur business, parce que c'est aussi quelque chose qu'ils ont construit. Autant là, c'est un peu raviver la flamme, mais gratuitement. C'est intéressant pour personne, c'est-à-dire que demain, quand iOS 14 va sortir, ben, les utilisateurs vont pas pouvoir utiliser pleinement les nouveaux widgets, tout simplement parce que leurs applications préférées seront pas mises à jour. Donc Apple va un petit peu décevoir ses utilisateurs en même temps, ça agace un petit peu les développeurs, ouais, c'est juste dommage quoi, surtout qu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de produits qui sortent demain. Donc ouais, franchement, c'est dommage. Ça finit cette keynote sur une mauvaise note pas nécessaire. Ouais, non, mais c'est vrai. T'as raison de le souligner parce que ça montre encore une fois que bon, bah, Apple fait des petits coups en douce comme ça. Et puis, t'as raison, personne n'a y gagné dans cette manœuvre, hein, ni Apple, ni personne. Et c'est vraiment juste histoire d'embêter les développeurs. Et voilà. Alors, je sais pas si c'est par manque d'attention, ça m'étonnerait quand même à ce stade-là. Mais bon, ouais, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Moi, j'y vois plus un geste un petit peu mesquin. Ouais, je sais pas, on va pas leur jeter la faute comme ça, mais que ce soit voulu ou que ce soit juste une erreur d'inattention, un choix marketing, bon, c'est pas grave, mais c'est dommage, c'est dommage. Ouais, Voilà. c'est regrettable. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour cette keynote qui était assez light, hein, on va le dire, par rapport aux autres années à la même période. On peut quand même s'attendre à une keynote dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Ouais, clairement, Euh, ce serait bien. Un petit iPhone 12. un petit iPhone 12 sorti de la poche comme ça, pourquoi pas? Ouais, pour Bon, valider mes prédictions. Au moins pour ça. voilà, pour enfin donner raison et peut-être qu'on parlera enfin des Mac sous ARM du coup. Ouais, clairement, ce serait l'occasion. Voilà, alors je pense qu'on va pouvoir se laisser là, chers auditeurs. Je vais vous demander, comme à chaque fois, si vous avez apprécié ce podcast, de l'aimer, de le partager, de le recommander à vos proches, vos amis. Ça nous aide à grossir et à nous développer. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer, à le préparer aussi en regardant cette keynote. Et puis voilà, je vais te laisser le mot de la fin, Romain, si tu le veux bien. Ouais, bah carrément, bah, c'est toujours un plaisir d'enregistrer ces causeries tech avec toi, Arthur. J'espère que ça vous plaît, vous les auditeurs. Et puis voilà, si vous voulez nous encourager, c'est ce qu'a dit Arthur, une petite note, un petit message sur Twitter. C'est cool, ça nous fait plaisir, ça nous motive. Et puis partagez le podcast. Voilà. On se retrouve dans 2 semaines, si tout se passe bien, pour un nouvel épisode de la causerie tech. Salut, à bientôt. Salut tout le monde.